pour cette 16e capsule d'informations sur l'économie en général. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis, c'est congé, c'est l'Action de grâce. Et vu que c'est l'Action de grâce, finalement, le marché est fermé américain. Et quand le marché américain est fermé, finalement, le marché canadien, ben, ce n'est pas trop, enfin, il faut faire attention un peu. Parce que le marché canadien est finalement très sensible au marché américain. Je dois vous dire, quand moi, je suis allé sur le parquet de la Bourse de Montréal il y a pas mal de décennies, mes collègues m'ont dit, mais non, ne regarde pas le marché canadien, regarde le marché US. Quand le US va bien, pour nous, ça va bien. Et ça m'est toujours resté, ça. Effectivement, il y a un lien profond de dépendance, malheureusement, malheureusement ou non, de dépendance de l'économie canadienne, de l'économie donc américaine. Donc finalement, c'est un congé aussi pour nous. Nous, on est gestionnaire de portefeuille, mais tout en étant gestionnaire de portefeuille au Canada, ben, si les États-Unis sont en congé, ben, nous aussi, on se sent un peu en congé, en quelque sorte. L'activité est réduite d'activité. Quoi vous dire de ça? De quoi on va parler cette fois comme capsule? C'est de la théorie monétaire moderne. Alors, la théorie monétaire moderne, vous la trouvez, si vous voulez tout lire, là, vous avez dans ce vidéo, il y en a 12 références. Donc, les références qu'on a sont tous des références, la plupart sont toutes en anglais, mais encore une fois, comme je vous disais l'autre fois, si vous avez Google, dans Google ou Chrome, non, c'est ça, on dit Chrome, Gary? Oui. Chrome. Si vous avez Chrome vous permet de le traduire instantanément en français. Et c'est habituellement à 99, c'est bien fait. Et à 99%. Donc, je préfère vous donner le site en anglais puis que vous utilisez le Chrome parce que c'est plus complet. Les autres langues dans Wikipédia et tout ça, c'est pas aussi complet que comme du côté américain. Et donc anglais. Voilà. Donc, on parle de la théorie monétaire moderne. C'est quoi ça? Ben, avant de parler de la théorie monétaire moderne, le mot moderne, je dois vous dire, je le mettrais entre guillemets en réalité. Pourquoi? Parce que c'est vieux, c'est vieux. La théorie monétaire moderne, soi-disant, remonte, regardez, à M. Menger, ici, qui est un monsieur autrichien à l'époque. C'est le fondateur de l'économie, enfin de l'école d'économique de Vienne. Et donc vraiment important. Ils ont eu des messieurs vraiment très importants là pour avancer le concept d'économie et l'étude de l'économie. Donc M. Menger, qui en est un, et M. Knapp, que lui, ou Knapp, je pense que ça se dit Knapp, c'est un monsieur allemand. Tous les deux, voyez-vous, ce sont des économistes. Regardez leur date de naissance et leur date de décès. Finalement, c'est en même temps. Donc, parler de théorie moderne, monétaire moderne, c'est pas si moderne que ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par théorie monétaire moderne? C'est que le terme accepté de moderne, c'est simplement pour dire que c'est redevenu à la mode, en quelque sorte, pas seulement dans les livres, mais vraiment comme concept, à la fin de l'accord de Bretton Woods. Et c'est quoi cet accord de Bretton Woods? Vous devez savoir que Bretton Woods est un village dans le New Hampshire, donc pas loin ici de Montréal. C'est peut-être le premier village que vous rencontrez. C'est un hôtel aujourd'hui, essentiellement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu à cet hôtel? Ben, à Bretton Woods, il y a eu l'accord entre 44 pays qui faisaient l'Occident contre, mettons, le Japon, contre l'Allemagne, contre l'Italie, tout ça, qui était en guerre. Et donc, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, 44 pays se sont rencontrés, enfin les représentants, secrètement, pour jeter les bases de quoi faire de l'économie du monde une fois que la guerre sera terminée, parce que déjà en 1944, on entrevoyait que ça allait pas très bien pour les Allemands et pour les Japonais, et tôt ou tard, finalement, l'Italie était déjà non plus existante, en quelque sorte comme ennemi, et donc finalement, ils entrevoyaient la fin de la guerre. Quoi faire avec la fin de la guerre? Parce que vous devez savoir qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, finalement, avec le traité de Paris, finalement, tout le monde devait compenser tout le monde des dégâts qu'il avait subis à cause des Allemands. Finalement, c'était les Allemands, ils se retrouvaient d'un coup à devoir payer, à partir de 1918, à devoir payer les frais de la guerre des Français, des Anglais, peut-être des Américains.
Je ne sais pas. Donc, finalement, et ça a créé quoi? Ça a créé la hyperinflation et ça a arrivé 10 ans plus tard, l'arrivée d'Hitler et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'idée, c'était, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, de dire, on ne va pas tomber dans le bateau de demander à celui qui est perdant de nous payer, et puis tout ça. On essaie de canceller tout ça, on repart à neuf. Donc, repartir à neuf, ça voulait dire le seul endroit où il y avait de l'or, vraiment, mettons 3/4 de la planète de l'or, où se trouvait aux États-Unis, à Fort Knox. Plusieurs pays avaient envoyé l'or aux États-Unis comme refuge parce qu'ils savaient qu'à un certain moment, les Allemands les auraient envahis. Quand je dis plusieurs pays, c'est toujours en Europe, mettons comme la Lituanie, des pays comme ça. Et donc, finalement, les États-Unis avaient, en quelque sorte, en fiducie, un paquet, enfin, beaucoup d'or. Je pense que c'est à peu près 3/4 de l'or disponible en lingots de la planète. Donc, l'idée, c'est que les États-Unis avaient l'or et les États-Unis aussi étaient le grand moteur gagnant de la Deuxième Guerre mondiale. On a beau dire les Anglais étaient bons, mais sans l'arrivée des Américains, je ne sais pas ce que ça serait fini. Les Français, on n'en parle même pas. En 1940, c'était déjà hors jeu. Et donc, finalement, l'idée, c'est qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un système, ils ont établi un système donc monétaire qui faisait en sorte que les gens avaient des dollars US et avaient de l'or. Enfin, c'est à eux finalement, l'accord de Bretton Woods, qu'est-ce qu'il disait? Il disait aux gens, bon, vous pouvez adopter du dollar US comme réserve garantie, donc une garantie de votre monnaie. Mettons, un pays était garanti de la valeur de sa monnaie par le fait qu'elle avait des réserves en dollars US. Mais en ayant des réserves en dollars US, elle pouvait changer les réserves en or. C'est-à-dire, elle pouvait demander aux États-Unis, donnez-moi l'or à la place des dollars US que j'ai. Mais les autres devises, à part la devise britannique, n'avaient pas le droit de transiger l'or. C'était juste donc les États-Unis et pendant 2, 3, 4 années, la Grande-Bretagne. Après, la Grande-Bretagne a été incapable de continuer parce que c'était quand même une charge de coût d'avoir toute cette habilité de remplacer la monnaie britannique par de l'or et puis tout ça. Donc, il restait juste l'Amérique. Donc, les États-Unis, de déficit en déficit, ils ont inondé la planète, finalement, en quelque sorte, ou les banques centrales de dollars US. Si une banque centrale avait du dollar US, la monnaie de ce pays-là était valable. Mais pour être valable, il fallait qu'il y ait un taux de change fixe. Et donc, finalement, c'était fixe le taux de change. Il y avait, je ne sais pas, X marques allemands pour un dollar US. Il y avait X lire italienne pour un dollar US. X francs français pour un... Enfin, toutes les devises avaient un taux de change fixe qui tenait compte du dollar US comme taux de change fixe, lequel était basé sur la valeur de l'or à 35 $ l'once. Mais pourquoi 35? C'est parce qu'aux États-Unis, 35 $ l'once, c'était déjà le prix d'une once d'or. Une once, c'est 28 grammes environ. Et donc, c'était déjà le prix de l'or en 1934. Donc, 10 ans plus tard, ils ont établi 35 $ l'once, c'est équivalent à un dollar US. Et tout le monde était apparemment très content. Et en effet, ça a été un boom économique énorme. Une fois que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, on n'a pas demandé à l'Allemagne, payez-nous pour tous les dégâts que vous nous avez créés. Ils ont cancellé tout ça et ils ont même envoyé de l'argent à l'Allemagne, à la France, même si De Gaulle n'était pas tellement très sympathique à tout ça, mais il avait besoin lui aussi de dollars US. Et donc, finalement, ils ont aidé l'Europe à se relancer avec un boom économique vraiment important. Je dois vous dire, il faut savoir c'était quoi le boom économique. Moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant. Par exemple, je voyais, vous savez, là, aujourd'hui, on dit la Vespa, c'est-à-dire le petit moteur là, à 2 roues, puis qui fait très chic et très élégant aujourd'hui de l'avoir. Mais en 1948, il y avait déjà la Vespa. C'est-à-dire l'aide, enfin, le Bretton Woods avait tellement aidé, en quelque sorte, les pays européens, que finalement, ils se sont repris en très peu de temps à avoir eux-mêmes une reconstruction et ensuite avoir un boom économique. Les Allemands, ça a été extraordinaire, les Français aussi, les Italiens, c'était le meilleur encore des trois, c'était les Italiens, au moins les premières années, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, tout va bien jusque-là, mais attention bien, les années passent, et en passant les années,
d'un coup, l'or à 35 dollars l'once, il y avait déjà l'inflation qui commençait à se sentir, il y avait, pas tous les pays imprimaient la même masse d'argent, et donc ça crée des distorsions entre le prix de l'or à 35 dollars l'once et finalement le fait de la conversion. Donc, le problème, je crois, que les États-Unis ont vécu à partir de 1968, ils ont dit, OK, on va faire une chose. Officiellement, l'or est 35 dollars US pour une once. Ça, c'est la Bretton Woods. Mais on permet un marché parallèle de l'or. Donc, il y avait d'un coup, à partir de 1968, deux marchés de l'or. Un marché qui était fixe par la loi, 35 dollars l'once, mais il y avait un marché libre dans lequel l'or montait. Gary va vous montrer qu'est-ce qu'était en 1968 le prix de l'or à l'époque, dans le double marché. Donc, il faut prendre, dans votre cas, quand vous voudrez le faire, vous devez prendre le numéro 2. C'est ça, le Historic Gold Prices. Donc, le numéro 2. Regardez ça. Qu'est-ce que vous avez? Allez voir en 1940 et c'est ça, 1944, ça doit être ce que je vous ai dit. 1944, donc c'est 33 dollars et 85, enfin 35 dollars long. Notez bien, avec le temps, quand on arrive en 1968, c'est pour ça qu'on a accordé le double marché, c'est qu'en 1968, dans le marché libre, l'or était monté à, mettons, 39 dollars et 31. Laissez passer une année, regardez, 41, il monte à 41 et 28. Enfin, vous notez que notez bien, en 1972, il était rendu à 58 dollars 42. Imaginez, vous avez le marché libre de l'or où l'or monte, mais l'accord de Bretton Woods dit 35 dollars l'once. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que plusieurs pays se disent, bon ben, États-Unis, je vous rends votre dollar US et vous me donnez l'or, parce que 35 dollars vaut la peine, parce que le prix de l'or réel, là, dans le marché libre, est loin. Donc, c'est pour ça que, à partir de 1900, regardez plus tard, allez voir 1973, si on peut. Regardez, 1973, l'or était rendu, de 35 était rendu à 97 dollars. Regardez, 1974, il a presque doublé, pas doublé, mais presque, en 1974. Mais ce qui est arrivé en 1973, c'est que nous sommes, mettons, en 1900, là je recule de quelques années, nous sommes en 1967, au mois de juin 1967. Il y a l'État d'Israël qui a été fait par l'ONU et puis tout ça. Et puis Israël trouve qu'à ses frontières, tout autour, il y a le monde arabe qui met beaucoup de militaires, beaucoup de blindés, beaucoup de choses. Là, pour eux, c'est évident que le monde arabe veut envahir Israël et envoyer Israël à la mer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Israël en 1967, mois de juin? Eh bien, il attaque tous ces gens autour de sa frontière et il les détruit. Et comme ça, il se sauve en disant, parce que finalement, si je laissais faire, ces gens-là voulaient m'envahir. Les pays arabes, surpris par tout ça, et puis c'était vrai qu'ils voulaient envahir Israël, et donc le remettre à la mer, et donc, surpris par tout ça, ils ont dit, ah, mais c'est la faute des Américains, c'est la faute c'est pas Israël tout seul. Enfin, donc l'Europe a aidé aussi Israël, et puis enfin. Et donc, un peu plus tard, regardez, tôt ou tard, on arrive à 1973, et pourquoi l'or monte à 97? C'est parce que les pays arabes ont décidé, la première crise du pétrole, ils ont dit, OK, on refuse de vendre notre pétrole aux pays qui ont aidé Israël. Donc, le baril de pétrole s'est mis à monter. Si vous allez voir le coût du baril de pétrole, que nous n'avons pas ici, mais le prix du pétrole, laissez-moi voir si j'ai pu le mettre. À mon avis, non. Mais vous avez, c'est simplement, vous allez voir quel est le prix du pétrole à travers les années, puis tout ça. Donc, je vous dis, quand ma femme et moi, on faisait l'essence, en 1972, 73, début,
Et pour notre grosse voiture, vous savez, à l'époque, les voitures étaient immenses, avec 440, je sais pas, pouces cubes de moteur, 8 cylindres. Juste presser l'accélérateur une fois, c'était 1 litre d'essence qui partait, puis un gaspillage énorme avec ces grosses voitures. Mais parce que le pétrole ne coûtait rien. On faisait un plein d'essence avec 27 cents canadiens pour un gallon et un gallon impérial américain, parce qu'à l'époque, les mesures étaient les gallons. Et un gallon, c'était 4 litres et demi. Donc, imaginez, 4 litres et demi d'essence pour 27 sous. C'était rien. Même si, à l'époque, 27 sous, c'était quand même important, mais quand même. Le salaire, je ne sais pas, ça pouvait être $1,50, $2 de l'heure, des choses comme ça. Donc, 27 cents, c'était pas cher. D'un coup, à cause de la crise, première crise du pétrole et de la raréfaction de quantité de pétrole disponible, ben, le baril s'est mis à monter. En montant, ben, comme ça se payait en dollars US, et finalement, en dollars US était lié à l'or, et puis tout ça, finalement, le bout de la ligne, on se retrouve à des montants, voyez-vous, comme ici, 1997, et puis en 1974, à 154 dollars. Imaginez la différence qu'il y avait pour le prix de l'or. C'est-à-dire, le prix de l'or reflétait finalement l'augmentation de coût de l'essence. Ensuite, vous savez, dans les années 70, il y a une deuxième crise. En 1979, vous avez le Shah d'Iran qui est chassé, et puis à la place arrive la révolution islamique. Je ne sais pas comment la définir, mais c'est un monsieur religieux qui prend le pouvoir en Iran. Et naturellement, l'Occident refuse d'acheter le pétrole de l'Iran. Parce que finalement, c'est nouveau qui était là. Il faut se souvenir de l'époque, vous savez, ils étaient tous tellement anti-américains que finalement, ils ont séquestré 55, je crois que c'était 55 diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran, et ils les ont séquestrés. Ils les ont tenus prisonniers. Imaginez, c'est des gens qui ont le statut de pouvoir voyager finalement parce qu'ils ont un permis spécial de diplomate. Donc, tous ceux qui sont diplomates ne rentrent pas dans la catégorie de, je sais pas, de vous et de moi, par exemple. Et ils les ont séquestrés. Je ne sais pas si une personne peut être à la mémoire de ça. Vous devez savoir qu'en 1979, il y avait un journaliste canadien de Montréal, de la presse, imaginez, de la presse, que lui faisait tous ses calculs. Et il disait, mais ils disent qu'ils sont 55, non, ils en ont 52, mais en réalité, c'était plus que ça. Et donc, il se dit, où est-ce qu'ils sont finis la différence entre, mettons, 57 et 52? Et d'un coup, c'est sorti que, donc, il faisait des articles dans lesquels il disait, il n'en manque 5. Finalement, les autorités canadiennes ont dit aux journalistes, tais-toi s'il te plaît, parce que on va te donner toutes les nouvelles que tu veux en priorité, mais ne dis rien. Et pourquoi? C'est parce que 5 s'étaient réfugiés à l'ambassade canadienne. Donc, à l'ambassade canadienne, ils sont restés là, ces 5 Américains. Naturellement, comment sortir les 5 Américains? Ben, là, il y a eu toute une histoire en 1979 aussi pour le Parlement canadien, et c'était le fait que, finalement, le Parlement, je ne sais pas comment, mais secrètement, je ne sais pas, ils ont décrété autoriser à 5 Américains d'avoir 5 passeports canadiens, temporaires, juste pour sortir. Et là, finalement, mais pour vous dire, c'était des époques vraiment difficiles, c'était des époques compliquées. Naturellement, les 5 Canadiens, les 5 Américains temporairement canadiens ont pu sortir de Téhéran et puis prendre l'avion, puis se retrouver en Suisse et puis tout ça, être libérés. Naturellement, le Canada a dû fermer son ambassade et puis finalement, c'est toute une histoire politique. Si ça vous intéresse, allez voir la presse. Et le journaliste a été le premier à la presse à dévoiler le fait qu'ils avaient été sauvés par le Canada, ces 5-là, Américains. Mais pour vous dire, c'était des années difficiles. Donc, finalement, en revenant à notre accord de Bretton Woods, quand on arrive en 1973, le prix de l'or n'est plus réaliste par rapport à 35 $ l'once. D'ailleurs, il y avait déjà De Gaulle avant qui avait dit non, je vous rends tous vos dollars US que j'ai en réserve et donnez-moi l'or. Parce qu'il avait l'or à 35 $ et l'or commençait à monter de prix. Donc, finalement, ce n'était pas très intéressant, je crois, moi, pour les Américains, laisser ce 35 $ l'once parce que la planète se vidait de dollars US pour avoir l'or à 35 et peut-être le revendre à beaucoup plus cher après.
Donc les États-Unis, M. Nixon, à l'époque, en 1971, il décrète la fin de l'accord de Bretton Woods, c'est-à-dire la fin de la conversion de la monnaie de la monnaie du dollar US, donc la fin de sa conversion en or. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il permettait au dollar US d'être la monnaie de réserve pour les banques centrales de la planète. Tandis que si les banques centrales commençaient à changer ça pour de l'or, le dollar US pour de l'or, peut-être la force du dollar US dans le monde comme monnaie de réserve diminuait. Donc, en 1973, fin de l'accord de Bretton Woods, mais si on met fin à quoi? On met fin au fait que l'or, que le dollar US est convertible en or. Donc, finalement, la monnaie devient une monnaie fiduciaire. Regardez les mots qui sont là. Jusqu'en 1973, la monnaie suivait la théorie du métallisme. La théorie du métallisme est vieille depuis toujours, depuis avant Jésus-Christ, puis enfin, c'est très très vieux. Et elle dit que si j'ai un papier, c'est un reçu qui dit que dans la banque, il y a de l'or que moi j'ai déposé. Si vous regardez par exemple en Florence, à Sienne, en Italie, tout ça, je pense qu'on était les premiers à faire ça dans l'époque moderne. Et c'est-à-dire, les gens ne voyageaient pas avec les lingots d'or, donc ils les laissaient en dépôt à quelque part, et en échange, là où ils avaient déposé, l'entrepôt, disons, ils leur donnaient un reçu. Le reçu devenait le papier-monnaie. Donc, c'est un papier-monnaie qui garantit que si on se présente à cette institution-là, où il y a l'or, on peut avoir l'or en échange. Ça, c'est le métallisme. Naturellement, d'un coup, en abolissant la relation avec le métal or, la monnaie devient autre chose. Elle devient une monnaie, c'est-à-dire une création de la loi. C'est-à-dire la monnaie ne vaut plus rien en tant que telle. Ce n'est plus un reçu d'un métal. C'est pas qu'elle ne vaut plus rien. Elle vaut parce que la loi l'a créée. Et ça s'appelle, c'est une vieille théorie qui se porte le nom de chartalisme et qui a créé le chartalisme comme nom, c'est M. Knapp, qui est donc cet économiste-là, donc l'économiste allemand. Mais la théorie remontait déjà à M. Menger, qui était vraiment un monsieur extraordinaire. Ce monsieur-là, si vous lisez son histoire, je vous donne les sites Internet de ces gens-là, parce que c'est vraiment de la bonne culture à avoir. Et pour vous dire, ce n'est pas qu'on vit dans l'époque moderne. Le mot moderne, ça ne veut rien dire. Finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend moderne. Par rapport à l'ère glaciale, peut-être. Mais voilà. Donc, depuis 1973, vu qu'on n'a plus le métal qui garantit la valeur de la monnaie devient tout simplement une création de loi. Et depuis 1973, tout le papier qu'on a dans la poche et qui, mettons, $100, $50, $20, $5, $10, ce n'est que du papier. Mais pourquoi les gens l'acceptent? Parce que c'est la loi. La loi dit que c'est garanti par l'État la loi impose finalement, ou en quelque sorte, le respect de ce papier. À tel point qu'il dit, OK, quand tu dois payer l'impôt à la fin de l'année fiscale, tu vas payer l'impôt en dollars de loi. Et donc, ça devient une monnaie de loi, ce n'est plus une monnaie basée sur le métal. Ça, c'est un grand changement qui se fait. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Eh bien, peut-être on s'arrête là pour le moment, mais on va faire une suite sur tout ça plus tard. Parce que je crois que le temps passe et puis on commence à être un peu loin par rapport au temps qu'on avait prévu. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis à la prochaine.